sous pour la perspective que l'économie verte représente à Madagascar et les projets évidemment du ministère dans cette optique. Voilà. Alors, sans plus tarder, sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à notre premier intervenant, Olivier Cua, dans un premier temps. Donc, Olivier, si vous pouvez ouvrir à la fois votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Et nous Voilà, allons, bonjour. voilà, bonjour, bonjour. Alors, au niveau des slides de présentation d'Olivier, je ne sais pas ce qui a été prévu avec l'équipe. Est-ce que c'est nous qui devons, ou c'est vous qui devez passer vos slides, je crois? Je pense que c'est moi. D'accord, ok. Je pense que vous Euh, avez la possibilité de le faire. En espérant que ça marche, évidemment. Laissez-moi juste 2 secondes. Pas de souci. De toute façon, on a les slides en backup si jamais il y avait un souci quelconque. Normalement, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, vous voyez ou pas, là, non? Alors, pas encore. Alors, attendez Pas 2 secondes. encore. Voilà. Ça y est. Voilà. Alors, donc dans un premier temps, donc nous allons écouter en effet Olivier parler des initiatives d'Epsilon, entreprise de confection en zone franche à Madagascar, qui a énormément travaillé sur ces impacts environnementaux et qui va du coup, nous illustrer un petit peu toutes ces actions et quelle forme peut prendre l'économie verte. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de nous avoir proposé cette intervention et de participer à ce salon. Je vais essayer de rapidement vous présenter Epsilon et surtout vous raconter l'histoire, parce qu'en fait, la réponse à la question pourquoi la RSE est tout simplement une histoire familiale et une histoire pour moi en tout cas de ce que doit être l'industrie textile et le début d'une industrie dans des pays comme Madagascar. Donc, Epsilon a été créé en 1991 par mon père et différents associés, et c'était le tout début des entreprises textiles, puisque c'était le début du régime zone franche. Alors, il est important de rappeler ce que c'est que le régime zone franche. Il avait été créé, il existe toujours, avec 2 objectifs au départ bien particuliers, c'est à savoir la création d'emplois, l'objectif numéro 1 du régime de zone franche est la création d'emplois, et évidemment également de générer des apports en devises pour le pays. Alors j'insiste évidemment là-dessus, puisque l'histoire elle se crée à partir de là. Donc tout industriel qui démarre une industrie pour créer de l'emploi doit créer une histoire au niveau évidemment du tissu industriel que sont les hommes. Nous sommes un métier d'hommes, puisqu'aujourd'hui nous avons 2200 personnes. Et il faut savoir qu'en 1992, mon père et ses associés ont démarré avec une petite unité de 100 personnes. Donc voilà, la progression s'est faite progressivement, année par année, et c'est fait depuis le départ avec un premier objectif, évidemment, social. À l'époque, évidemment, le textile n'existait pas, il y avait des usines de tissus, mais pas de confection. Donc tout était à faire, tout était à créer, les emplois, les métiers, les différents métiers, puisque le textile a différents métiers. Et pour ça, il a fallu tout de suite mettre en place justement ce qu'on appelle aujourd'hui, on englobe dans la RSE, qui était au début surtout le point social. Avant l'environnemental, il était important évidemment de sécuriser le plan social. Et pour ça, l'entreprise a dès le départ mis en place un certain nombre de mesures qui étaient juste logiques et évidentes, à savoir un repas gratuit, de pouvoir payer le personnel à la fin du mois, généralement la dernière semaine et non pas après la fin du mois, sécuriser aussi les dates des vacances, parce que c'est aussi ça l'industrialisation, c'est avoir des congés payés, mettre en place des avances sur tout ce qui était rentrée scolaire,
les cadeaux pour le Noël, etc. Et aujourd'hui, Epsilon a développé tout ce type d'activité, évidemment en l'élargissant au maximum. Donc aujourd'hui, nous transportons tout notre personnel. Nous avons un centre hostie intégré dans notre usine. Nous avons développé énormément d'activités sportives pour justement motiver le côté équipe et management. Et c'est toute cette synergie qui a permis le développement, entre autres le développement d'Epsilon. Pour ça, quelques chiffres. Aujourd'hui, 70% de nos collaborateurs en fait, sont chez Epsilon depuis plus de 10 ans. 100% de nos ouvriers sont bancarisés. Aujourd'hui, pratiquement 80% de nos cadres sont issus du recrutement intérieur. 100% des enfants Epsilon sont scolarisés. Voilà, donc ce sont des chiffres qui permettent de justifier cet ancrage de l'industrie textile et la richesse aujourd'hui d'Epsilon. La richesse d'Epsilon aujourd'hui sont ces hommes. Et ça, c'est très important. Et alors, donc, rapidement, pour finir la présentation d'Epsilon, excusez-moi, j'ai un petit peu, je me suis un petit peu égaré sur l'historique, mais donc aujourd'hui, Epsilon, donc c'est 2180 salariés. Nous sommes sur un site de 50 000 m² avec 22 000 m² de bâtiments. Nous avons une production journalière entre 10 et 13 000 pièces jour, qui représente par an un peu plus de 2,5 millions de pièces. Nous sommes spécialisés dans différents types de produits, le chaîne-étrame et la maille. L'histoire d'Epsilon est le chaîne-étrame et le vêtement professionnel. C'était vraiment le produit qui a permis Epsilon de se spécialiser, de se professionnaliser par rapport à ses concurrents, puisque les concurrents directs d'Epsilon ne sont pas à Madagascar. Donc, nous considérons que tous nos confrères sont des confrères et non pas des concurrents. Et nos vrais concurrents sont en Asie, en Afrique du Nord, en Inde. C'est là, ce sont eux nos vrais concurrents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important aussi de développer ce type d'économie responsable au niveau global Madagascar et non pas individuel. Et c'est pour ça que je suis ravi de partager cette expérience, parce que j'espère que demain, nous serons beaucoup plus à mettre en place ce type de process qui est juste bénéfique pour tout le monde, pour la société, pour l'entreprise et surtout pour nos collaborateurs. Donc le vêtement professionnel était vraiment le cœur de notre métier, il l'est toujours, sauf qu'aujourd'hui, on s'est diversifié dans des produits beaucoup plus techniques, comme les vêtements de ski, des vêtements étanches, ce qu'on appelle les parkas, un parka pour le ski, des produits normés, anti-feu, anti-arc, anti-statique, etc. Nous avons également développé depuis peu une nouvelle activité qu'on avait déjà fait dans le passé, qui est la maille. Tout ça pour répondre à une demande des clients internationaux, évidemment, qui voient aujourd'hui en Madagascar une opportunité au niveau du coût de minute et également justement parce que nos entreprises respectent ces normes, respectent l'ISO 9001, l'ISO 14001, respectent le social et l'environnement. C'est aujourd'hui grâce à tous ces facteurs-là qu'Epsilon a 80% de ses commandes. C'est-à-dire que si nous n'avions pas tous ces avantages, toutes ces certifications, je vais les répéter parce qu'on en a quand même plusieurs, ISO 9001, 14001, nous sommes Max Havelaar, nous sommes certifiés Gore-Tex, Bio, Asqual, qui est un vêtement de haute sécurité. Ce sont grâce à ICS et BSCI, j'en ai oublié encore deux, ce sont grâce à toutes ces certifications que nous pouvons aujourd'hui remplir notre portefeuille client. Et je dois dire que nous sommes assez chanceux, puisqu'en cette période de crise que nous avons maintenant depuis 2 ans, Madagascar n'a pas arrêté de travailler, n'a mis personne en chômage technique, n'a renvoyé personne. Et nous sommes aujourd'hui, on a un cahier de commandes rempli jusqu'à la fin de 2021 et les 6 premiers mois de 2022. Donc, c'est une grande chance, mais on le doit justement à tout ce travail accompli ensemble avec nos collaborateurs sur le social, l'environnement. Et évidemment, il ne faut pas oublier la rentabilité, parce que la rentabilité de l'entreprise, on ne peut continuer à avancer que si nous gagnons de l'argent et nous réinvestissons tous les ans, puisque, je le répète, on a démarré à 100 personnes et nous sommes aujourd'hui à 2100 personnes et on va construire un nouveau bâtiment de 4000 m²
pour pouvoir répondre aux dernières exigences justement très strictes de nos clients qui deviennent vraiment de plus en plus haut de gamme pour faire des laboratoires. Voilà rapidement pour la présentation d'Epsilon. Au niveau RSE, alors je vais essayer de répondre brièvement à pourquoi aujourd'hui Epsilon est motivé par la RSE. Je vais répondre vraiment tout simplement, je pense que j'ai plus ou moins répondu, c'est une logique. C'est une logique. On ne peut pas développer une entreprise si d'abord au niveau, je répète, au niveau social, on n'a pas un minimum d'engagement pour nos collaborateurs et l'environnement est juste la continuité. D'abord parce que nous sommes à Madagascar, parce qu'aujourd'hui Madagascar est confronté à une désertification assez importante, voire même dramatique. Donc, en tant qu'industriel, on se doit évidemment à notre niveau de jouer le jeu. Ce n'est pas la peine d'attendre les États, ce n'est pas la peine d'attendre les promesses de financement de droite à gauche, qui ne viennent généralement jamais d'ailleurs. Si je devais refaire l'historique de tout ce que nous a promis depuis 10 ans en aide, je pourrais en faire un bouquin. Et finalement, nous avons tout fait nous-mêmes en autofinancement pour prouver justement que ça marche. On ne le fait pas, on l'a pas attendu nos clients non plus pour le faire. On a toujours eu, on va dire, un métro d'avance, et ce qui nous a, je pense, permis justement d'aller si vite dans la conquête de ces marchés européens et américains, parce que généralement, quand les clients nous demandaient ah ben tiens, il faut faire ça, on leur disait tout simplement mais nous c'est déjà en place, excusez-nous. On devait même s'excuser parce que on ne l'avait pas formalisé. On aime d'abord nous mettre en place les choses et puis après on le formalise. C'est pour nous le plus important, c'est de prouver que ça marche. Alors comment ça a démarré la partie plutôt pour moi, je ne mélange pas le social et l'environnement parce que c'est vraiment, pour moi, ça va de pair. Et je rajouterai un autre mot, c'est l'économie circulaire. Parce que tout ça, en fait, c'est de l'économie circulaire. On recrée de la richesse, on recrée des métiers et on évite du gaspillage. Et éviter du gaspillage, c'est de la rentabilité et c'est aussi un gain d'efficience. Donc, on a démarré dans ce nouveau site où nous sommes maintenant depuis 2007. On a enfin du terrain. Et donc, on a démarré évidemment par le recyclage de l'eau. Évidemment, nous utilisons de l'eau puisque nous faisons de la teinture, du lavage. Alors, pas à grande échelle, mais nous en faisons quand même. Donc, il était évident de recycler l'eau. Donc, on a commencé par avoir des traitements. Alors, un traitement chimique, évidemment. Et puis, on a rajouté un traitement biologique. Et puis, on a remis derrière un traitement phytologique. Et tout ça, après 2 ans de travail et de mise en place, ça a marché. On a mis des poissons dans les bassins phytologiques pour vérifier que l'eau sortie du biologique était encore bonne, et ce qui nous permet de vérifier tous les jours si notre traitement marche. De cette création et cette création de vie, hein, parce qu'on part de bassins en fait complètement nus, et puis on recrée la vie avec de la roche volcanique et de l'oxygène. On a ensuite évidemment aménagé notre environnement, notre jardin, bénéficiant d'un espace assez grand, donc 50 000 m². Le terrain était à l'époque complètement désertique, hein, c'était de la tanette vraiment sèche. On a commencé dans notre propre usine à planter des arbres et tout de suite, assez rapidement, à mettre des arbres fruitiers. Pourquoi des arbres fruitiers? Parce que l'objectif était justement de redistribuer à nos collaborateurs des arbres plus nobles que de l'eucalyptus ou du pin. On a en même temps commencé des campagnes de reboisement dans les alentours d'Epsilon. Ça a été vraiment très, très compliqué parce qu'on ne peut pas trouver de terrain pour reboiser. On nous dit qu'il faut reboiser, on dit oui, nous on veut le faire, mais on ne trouve pas de terrain. Donc heureusement, on a maintenant, depuis quelques années, trouvé un accord avec Akamasou et le Père Pedro. Et donc depuis maintenant 3 ans, nous replantons 50 000 arbres avec le Père Pedro. Et tous les vendredis, les enfants du Père Pedro, à 40 km de chez nous, replantent les arbres. Donc là, il y a un vrai rôle en plus éducatif. Et de là, nous, on entretient les forêts et les forêts mortes. On rachète ce bois-là au Père Pedro. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, une économie circulaire. De là, le verger est arrosé en goutte à goutte par notre recyclage de l'eau. Et ces arbres fruitiers vont permettre dans les quelques années, d'ici 2 ans, de pouvoir faire des greffes
et de pouvoir distribuer à nos collaborateurs des arbres comme des pêches, des poires, pommes, brugnons. Voilà. Aujourd'hui, on fait beaucoup de bibasses, on fait tout ce qui est un peu rapide, bibasses, avocats, papaye, etc. Et ça marche, ça marche. Pour compléter ce verger, on a rajouté l'apiculture, évidemment, et nous avons aujourd'hui une dizaine de ruches qui marchent maintenant très très bien, après évidemment 3 ans d'apprentissage et de galère. Il a fallu planter des fleurs, des plantes mellifères, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a recréé un biotope au sein même de notre entreprise qui crée un cadre de travail assez agréable et qui, justement, ravit tous nos collaborateurs. Et on est assez tous fiers de ça. Et puis après, on a commencé, évidemment, à essayer de recycler plein d'autres choses. Alors, le traitement des eaux, on génère de la boue. Donc là, on a eu l'idée de mélanger la boue avec justement le papier utilisé de la production dans des sortes centrifugeuses et de faire des briques pour ensuite les réutiliser dans notre chaudière. Et aujourd'hui, ça marche également. Et l'avenir maintenant, c'est de recréer carrément des briques avec les débris de tissus. Pourquoi? En fait, les débris de nos chutes, on va les détruire, on bourre, et on va les mélanger justement à une colle biologique pour en faire des briques. Et ces briques-là pourront faire des très bons isolants pour les maisons de nos collaborateurs. Voilà, donc on a créé à chaque fois des histoires. Nos équipes ont cherché à droite à gauche des solutions, des partenariats divers et variés, donc avec le Père Pedro, avec la Fondation Félix, qui est une école de cuisine. Donc, on a évidemment participé et on a fourni toutes les blouses. On a également participé à cette merveilleuse opportunité de pouvoir habiller les plus de 20 000 enfants que nourrit le Père Pedro. On a également essayé de travailler avec plein de petits artisans qui sont autour de chez nous pour faire différents recyclages, les feuillards, où les artisans, grâce à ça, font des sous-bics, des paniers, des sets de table. Et la dernière activité lancée, ce sont des matelas pour les orphelinats. Donc, les matelas sont faits 100% avec nos chutes. L'extérieur est fait avec les chutes de tissu et l'intérieur est fait justement avec les déchets, la bourre, la ouate et tous ces matelas-là sont distribués à travers des partenaires dans les différents orphelinats, à Tana, à Fianarantsoa. Les prochains vont partir en Sirabé et on va aller même jusqu'à Nosibé. Voilà, donc tout ça avec toujours un rôle éducatif, puisque les gens qui fabriquent les matelas aujourd'hui, on essaye de recruter des personnes de quartiers défavorisés qui ont reçu une petite formation en machine, et le but, c'est toujours de les réintégrer dans le milieu industriel. C'est pour ça que j'insistais au départ, le rôle des zones franches, c'est de créer de l'emploi et c'est de créer un tissu industriel. Aujourd'hui, la démographie à Madagascar est exponentielle, et si on ne trouve pas des métiers comme ça, on ne pourra pas passer du zéro à monter des téléviseurs, des téléphones. Il faut pour ça créer un tissu industriel, et aujourd'hui, l'industrie textile en fait partie. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Alors, dernier slide pour compléter le projet, c'est évidemment le solaire. Alors, le solaire a toujours fait partie de nos objectifs, mais évidemment, comme je disais tout à l'heure, notre objectif est de montrer que tout ce que l'on fait est rentable. On ne le fait pas juste pour l'image et dire, regardez, on fait ça, et puis après on arrête. Non, on prouve que ça marche. Alors, le solaire, on a eu des années, depuis 10 ans, on en parle chez nous, mais on n'avait jamais sauté le pas, parce que d'abord, le coût économique était beaucoup trop cher. Et puis, la problématique Madagascar, le niveau de la Jirama s'est aggravé, la qualité de la Jirama s'est dégradée, la garantie d'avoir de l'énergie devient un risque. Et aujourd'hui, le phénomène, surtout, notre plus grosse motivation, c'est justement cette déforestation et le fait d'être dans un pays où nous avons du soleil à 90% de l'année, tout même en hiver. Donc, un taux d'ensoleillement juste incroyable. Et donc, c'était quand même une obligation aussi de vouloir démarrer avec le solaire. Donc, nous avons démarré ce projet avec Total il y a maintenant pratiquement 2 ans. Et le solaire est opérationnel depuis pratiquement maintenant 1 an. Donc, nous avons 300 kV.
qui représente 40% de nos besoins. Nous n'avons pas de batterie, c'est en direct. Donc, ça démarre le matin à 7 heures. Et de toute façon, nous ne travaillons pas en deux cycles, nous ne travaillons pas la nuit. Donc, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. L'avantage, c'est que les panneaux solaires sont reliés également à nos groupes électrogènes. Et donc, quand la Gyrama coupe, évidemment, on passe sur les groupes, mais le solaire continue à injecter. Et du coup, la consommation et la puissance des groupes est réduite aussi de 40%. Et donc, c'est également un gain en carburant et en puissance. Donc, depuis que nous avons démarré, nous avons aujourd'hui économisé 131 tonnes de CO2 et c'est un équivalent de 12 000 arbres plantés que l'on peut cumuler avec nos 50 000 arbres déjà plantés tous les ans depuis maintenant pratiquement 5 ans. Voilà en gros l'ensemble de nos projets. On va continuer évidemment à notre petite échelle et c'est ce que l'on veut prouver, c'est que voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler dans ce type de projet parce que ça apporte autre chose que le quotidien et ça apporte une richesse, je répète, à tous les niveaux, au niveau de l'entreprise, au niveau du pays, au niveau de nos collaborateurs et au niveau de l'image que l'on donne à l'extérieur de Madagascar. Et c'est pour ça qu'il faut encourager, et j'espère que le gouvernement va encourager toutes ces entreprises à les aider, parce que c'est l'image que l'on donne de Madagascar à l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut en être fier, parce que justement, d'autres pays ne le font pas. Et l'avenir de demain, on voit que la situation Covid, elle ne va qu'accélérer ce phénomène. Donc aujourd'hui, on ne peut pas répondre à un grand marché si nous ne répondons pas à ces normes-là. Mais je suis assez content de ça parce que, je répète, nous, on ne l'a jamais fait pour ça. On l'a toujours fait depuis le début en avance et on n'est que récompensé de notre travail et j'en suis aujourd'hui très, très heureux, le premier heureux et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier pour ce partage et ce partage aussi de conviction parce qu'en effet, ce n'est pas en réaction mais plutôt en anticipation que vous avez fait un certain nombre d'actions. C'est pour moi aussi, alors on va voir le témoignage aussi de Rio Tinto, de rappeler aussi ce que c'est que la définition de l'économie verte donnée par le PNUE. Ça touche à la fois, on l'a vu, les activités classiques, donc comme le textile, comme les mines, on le verra avec Rio Tinto, mais ça touche aussi derrière l'économie verte les éco-activités, donc les activités nouvelles qui émergent, les revenus nouveaux qui émergent, les emplois nouveaux qui émergent, et on voit finalement que à travers l'exemple donné par Olivier, que les activités classiques vont générer ces nouvelles éco-activités. Alors, il y en a certaines chez Epsilon qui sont sur site, donc avec de l'emploi notamment dans les pépinières sur site, par exemple. Et en dehors des sites, on l'a cité pour ce qui est notamment de reboiser. On l'a cité avec quelque part l'exemple de Total aussi, puisque ça génère de nouveaux métiers. Je ne sais pas si c'est un prestataire qui a installé la station d'épuration, la station phyto d'Epsilon, mais ça génère aussi de nouvelles activités, de nouvelles idées d'activités pour tout un tissu d'entreprise. Donc, je pense que c'est important. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à Olivier. Là, on va prendre 2-3 questions avant de passer la main à Hugues pour le témoignage de Rio Tinto. Comme il n'y a pas encore de questions dans la chatbox, j'en pose une première. Liée à ce que je viens de dire, Olivier, est-ce que vous avez un petit peu évalué quelque part les revenus et les emplois générés par vos éco-activités, par votre verdissement, parce que c'est un des termes qu'on utilise en économie verte, vous êtes en train de verdir une activité classique, on va dire, le textile. Est-ce que vous avez déjà un peu, vous êtes amusé à essayer d'évaluer un peu les revenus collatéraux, on va dire, générés? Honnêtement, aujourd'hui, non. Comme j'expliquais tout à l'heure, ce qu'on veut surtout d'abord faire, c'est de prouver que ça marche avant de mesurer. Et honnêtement, on le fait tellement par logique, en fait. Mais on est en train, merci d'avoir posé la question, parce qu'on est en train, et alors ça, souvent, c'est une demande que l'on a effectivement de nos clients,
Et ça nous intéresse effectivement, nous aussi, puisque ça permet de faire un bilan tous les ans. On est en train d'essayer de mesurer ce que ça représente en emploi, en énergie, en salaire, puisque qui dit emploi dit salaire, et puis nouveaux métiers, parce que vous l'avez souligné, alors j'ai passé quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Hein. Les cônes de nos fils à coudre sont recyclés en bougeoirs. Donc ça aussi, ce sont des petits artisans qui le font. Alors nous, on n'a rien inventé. Hein. Et la richesse était là. Par contre, il faut la trouver, il faut l'organiser et souvent, il faut l'accompagner parce que malheureusement, ces artisans-là n'ont pas justement l'appui et la régularité de leur métier. Et si un jour, comme la situation Covid est actuellement, ils sont prêts à disparaître parce qu'ils n'auront plus de débouchés. Donc, il faut arriver à les maintenir, ces artisans. Il faut entre guillemets, les aider, les accompagner. Euh, et puis, il y a le premier rôle, c'est surtout recréer l'espoir. J'ai oublié un projet que nous avons mis en place et je vais rapidement en parler parce qu'il est vraiment, on en est vraiment très fiers. C'est qu'on nourrit donc tous les jours notre personnel. On a notre propre cuisine, hein, donc, en interne. Donc, nourrir de 2200 personnes par jour, c'est une organisation. Mais forcément, on en fait un peu plus tous les jours. Et donc, on a décidé aussi de ne pas gaspiller ce surplus de nourriture. Et donc, ce surplus de nourriture est distribué tous les jours à quelques kilomètres d'Epsilon à une petite ONG qui refait vivre les personnes âgées abandonnées, livrées à elles-mêmes. Et on a vu en l'espace de 2-3 ans la différence et le bonheur de ces femmes qui avaient retrouvé, c'est surtout des femmes malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais elles ont retrouvé une dignité, une fierté et du coup l'envie de travailler. Et elles ont elles-mêmes créé des ateliers de couture, de patchwork, etc. Donc voilà, alors comment mesurer tout ça là-dessus, je vous retourne la question. Vous savez qu'on n'est pas les professionnels, mais vous avez raison, il faudrait le mesurer. Oui, bon, c'est des choses qui se font depuis pas tant d'années que ça déjà en Europe, mais depuis qui a une maturité peut-être un peu supérieure en termes de responsabilité sociétale. Mais aujourd'hui, il y a en effet des cabinets et des méthodologies pour faire ce genre d'approche, parce que c'est de plus en plus demandé dans les grands groupes et dans d'autres entreprises. Voilà. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter une autre fois. Voilà, il y aurait de quoi, d'ailleurs, si jamais ceux qui auraient le loisir d'aller visiter ce que fait Epsilon, même si c'est pas porte ouverte tous les jours quand même, franchement, il y aurait de quoi faire une exposition intéressante sur toutes les filières. Tous les déchets sont traités d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons passer maintenant à une industrie un peu plus lourde. Alors, c'est pas péjoratif, mais voilà, qui a des enjeux aussi très importants, qui sont les enjeux du secteur minier, avec Hugues Razafinjamos, qui est conseiller principal des affaires externes de Rio Tinto QM et qui va partager aussi tout ce que fait et tout ce qui n'est pas forcément connu d'ailleurs chez Rio Tinto en termes d'économie verte. Olivier, Hugues, pardon, si vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro, je vous donne la parole. Voilà, merci David. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. On vous voit Vous voyez, parfaitement. ok, Oui, et les slides aussi. parfait. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci pour cette initiative. Et effectivement, pour Rio Tinto QMM, c'est un véritable plaisir de pouvoir partager donc humblement nos pratiques, nos activités qui se retrouvent donc dans le sud de Madagascar. Donc, tout de suite, je vais entamer cette présentation en faisant une brève présentation de la compagnie ainsi que cette idée de transition écologique. Donc, premièrement, voilà. Premièrement, donc, rapidement, Rio Tinto est une compagnie minière, une grande compagnie minière parmi les plus grandes du monde, qui a plus de presque maintenant 150 ans d'expérience dans la mine.
Du coup, plus d'un siècle d'expérience dans la mine. Donc, c'est un avantage pour Madagascar d'accueillir une entreprise aussi expérimentée dans la mine. Du coup, la constitution du QMM est à 80% de Rio Tinto et 20% de l'État malagasy, donc qui est représenté par l'OMNIS. Lors de sa décision d'investissement en 2005, Rio Tinto et l'État malagasy avaient investi 1 milliard de dollars, une grande première depuis l'indépendance de Madagascar, donc à l'époque, parce que ça s'est jamais fait un tel investisseur étranger. Le projet s'est développé très lentement. Il a fallu beaucoup de temps pour penser à tous les aspects économiques, sociaux, environnementaux, réglementaires, tout ce qui est les lois et les cadres légaux qui se trouvaient ici. Du coup, de l'arrivée de Rio Tinto était en 1986 et les premières opérations, les premières expéditions de la mine n'ont commencé qu'en 2009, pour vous dire que c'est les caractéristiques de ce genre de business, c'est que c'est dans les 50 à 60 ans. Juste pour nous situer un peu, où est-ce qu'on parle? On parle de Fort-Dauphin, donc à 1000 km au sud de Tana. Nous avons 3 sites d'exploit, le site de Mandena, Sainte-Luce et Pitcairn, totalisant pour une opération donc de 40 à 50 ans. Et nous avons donc dans cette optique déjà une optique verte, c'est nous avons réservé une partie de ces opérations en aire protégée ou bien des zones de conservation qu'on ne va pas utiliser. Donc, chacun de ces 3 sites contient des aires protégées. Pour les produits, il y a 3 produits principaux qui sont utilisés, qu'on utilise naturellement. Il y a d'abord l'ilménite. Ça, c'est la majorité de nos produits. Donc, c'est utilisé surtout dans l'industrie de la peinture. Et puis, il y a aussi dans l'aéronautique, c'est pour faire de l'ilménite, c'est le dioxyde de titane. Donc, c'est pour faire du titane dans l'aéronautique. Le deuxième produit, c'est du Zircil. C'est pour faire un sous-produit qui est essentiel pour faire des céramiques et aussi les écrans de télévision, les LED, les ordinateurs. Et puis, depuis peu, nous exportons aussi des sables contenant de la monazite qui sont très, très, très prisés maintenant pour les batteries de véhicules, pour les objectifs des appareils photo. Bref, ce sont des produits qu'on a besoin tous les jours. Euh, je reviens un peu sur Rio Tinto. Rio Tinto est déjà vraiment à la tête des initiatives qui sont maintenant la tendance au niveau mondial. C'est que la compagnie contribue dans les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous participons aussi, nous sommes partie prenante et en accord avec les conférences de Paris en 2015 sur le climat. Et récemment, je veux dire, il y a 2 ans, Rio Tinto est parmi les pionniers de ce programme de la Banque mondiale qui s'appelle Climate Smart Mining pour vraiment engendrer une nouvelle génération de mines qui sont soucieux du changement climatique et du transition écologique. Comment ça se passe au niveau de QMM à Fort-Dauphin, à Madagascar? Donc, nous avons le plaisir de vous partager que de la concrétisation de ces initiatives mondiales, c'est que nous visons d'avoir un carbone neutre, être carbone neutre d'ici 2 ans, c'est-à-dire en 2023. Nous avons pris cette initiative vraiment en collaboration avec Rio Tinto. Et comme vous voyez là, nous avons commencé cette idée en 2020. Nous avons commencé l'idée d'un projet d'énergie renouvelable qui est donc maintenant va se concrétiser. Je ne peux pas vous dire tous les détails aujourd'hui, mais nous allons bientôt partager dans les médias la signature d'une collaboration pour la création donc d'un central d'énergie, de production d'énergie avec de l'énergie renouvelable au niveau des sites à Fort-Dauphin. Nous avons aussi revu la façon dont nous opérons
notre entreprise, notre mine, et nous avons entrepris les études sur la séquestration de carbone dès 2020. À partir de cela, nous sommes en mesure de projeter 2023 avec des mesures que vous voyez là, c'est-à-dire la réduction de gaz à effet de serre, par séquestration de carbone et par utilisation d'énergie renouvelable au lieu de le fioul lourd qu'on utilise en ce moment. Et par-dessus tout, faire une réhabilitation, faire des plantations de plus de 2000 hectares de forêt hors gisement. Il faut dire que selon nos obligations légales en ce moment, nous allons réhabiliter à 100% les lieux où nous opérons. Mais avec cette initiative, nous allons faire au-delà de cela plus de 2000 hectares de réhabilitation, et ça, on le fait avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour 2000 hectares de forêt de plus en dehors des sites de gisement. Quelques exemples de cette initiative. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, énergie renouvelable et séquestration de carbone, c'est le maître mot de cette initiative pour une transition verte. Nous participons toujours avec l'initiative locale, avec le ministère de l'Environnement. Et il y a aussi donc des réhabilitations. Vous voyez ici la photo de notre participation avec le reboisement au niveau de Fort-Dauphin avec le directeur régional de l'environnement et du développement durable. Quelques chiffres maintenant parce qu'on parle de ces emplois. Il y a au début de nos opérations et notamment depuis 5 ans, nous avons donc appuyé et créé, accompagné la création. Le mot très important dedans, c'est l'accompagnement. Nous avons accompagné 12 entreprises locales, dont 9 de ces entreprises locales sont des entreprises qu'on appelle communautaires, c'est-à-dire des entreprises appartenant vraiment à des communautés qui sont riveraines à la mine. Il faut dire que la mine se trouve à 10 km au nord de la ville, donc les communes qui se trouvent autour de la mine sont des communes rurales. Eh bien, il était possible, grâce à cet accompagnement, que des personnalités, des communautés rurales arrivent à travailler avec une grande mine, avec tous les normes internationaux, ISO 9001, ISO 14001, toutes les standards pratiques en ce moment. Ben, il était possible pour ces entreprises, pour ces individus, de se former en culture entrepreneuriale, en bonne gouvernance, gestion de ressources humaines, etc. Et ça, grâce à un partenaire que nous avons au niveau de Fort-Dauphin qui s'appelle CARA, le Centre d'affaires régional de Lanouche, une sorte de chambre de commerce, mais vraiment spécialisée dans l'accompagnement des entreprises pour combler le gap entre le niveau de ces entreprises habituelles et le standard qui est requis par la société QMM. Donc, ça engendre, rien qu'en 2020, par exemple, nous avons pu créer, employer plus de 503 personnes. C'est l'équivalent d'à peu près 1218 familles, 540 enfants scolarisés grâce à ces appuis, donc ces travaux. Et en termes de chiffre d'affaires, ça donne, rien qu'en 2020, plus de 2 milliards d'arrière de chiffre d'affaires en équivalent en termes de rentrée de devises, que dis-je, en termes de rentrée fiscale pour l'État, c'est l'équivalent d'à peu près 300 millions d'arrière. Donc, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler un emploi, des emplois verts et qui sont donc générés à partir de ces activités. Trois principales activités, c'est la restauration écologique, les gestions des aires protégées et bien sûr la production de compost. Ces entreprises, par exemple, parmi ces entreprises, il y a une entreprise qui nous fournit exclusivement des composts pour la réhabilitation au niveau de la mine et dans le reboisement. Leur objectif en 2020 était de 90 tonnes. Ils ont pu réaliser 96 tonnes, nous permettant de continuer notre opération. Et ça, c'est fait à 100%
à partir des entreprises venant de la communauté autour de la mine. Voilà globalement donc les partages que j'ai à vous faire aujourd'hui. Bien sûr, s'il y a des questions, nous restons disponibles pour cela. Merci. Merci beaucoup, Hugues. Alors, j'essaie de simuler un petit peu les questions dans la chatbox, donc allez-y, hein, n'hésitez pas. Comme il n'y en a pas dans l'immédiat, euh, j'avais un petit peu la même question que j'ai posée tout à l'heure à Olivier Cua sur le fait, alors une entreprise Rio Tinto, voilà, de très grande envergure, est-ce qu'il y a des systèmes de mesure, alors que ce soit sur QMM à Madagascar ou dans d'autres sites peut-être à travers le monde, est-ce que vous avez connaissance justement mesure des revenus et des emplois générés par l'économie verte autour des sites miniers aujourd'hui dans le groupe Rio Tinto? Est-ce que vous avez un travail sur ces sujets-là? Ben, écoutez, dans le cadre de dans le cadre de notre engagement, nous faisons chaque année, je parle de Rio Tinto, donc une publication de nos résultats, ce qu'on appelle un rapport de développement durable. Chaque année, nous fournissons en détail ces éléments. Je ne peux pas toutes les citer parce que Rio Tinto est présent dans plus de 50 pays dans le monde. Il y a une centaine d'opérations minières dans le monde. Mais en ce qui concerne QMM, oui, nous publions aussi ce genre de choses au niveau de l'État, notamment avec l'ONE, l'Office national de l'environnement. Nous faisons aussi des restitutions publiques 4 fois par an au niveau local, au niveau du Fort-Dauphin, où on donne, par exemple, les chiffres clés, comme quoi nous avons 2000 emplois permanents et c'est plus de 98% de Malagasy, alors que l'État nous a exigé 35% au début, donc c'est largement au-dessus des opérations. Et en ce qui concerne les opérations vertes, nous sommes en transition. Ce que je vous ai montré là, elles sont les prémices des premiers chiffres, c'est-à-dire 503 emplois que nous catégorisons dans l'emploi vert. Et ça ne compte pas encore les accompagnements qu'on fait au niveau de l'agriculture, les accompagnements qu'on fait autour des activités annexes au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, qui se fait autour de la mine. On a pris seulement ceux qui sont vraiment verts, comme on dit, c'est-à-dire la réhabilitation des sites, la restauration écologique, parce qu'il faut dire, on ne fait pas que de reboiser, on fait aussi la restauration de la forêt autochtone qui donc devrait continuer à exister au-delà de la vie de la mine. Voilà, globalement. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Justin pose une question qui me brûlait les lèvres aussi. On sait que une mine, c'est quoi? C'est entre 20 et 40 ans de cycle de vie. Alors, je ne connais pas celui de QMM, peut-être une trentaine d'années. 40 à Euh, 50 ans. 40 à 50 ans. Alors, c'est sur la Oui, fourchette haute, je pense. oui. Et quelle est votre approche pour assurer la pérennisation de ces activités, de leurs justement à, à long terme? Vous avez déjà réfléchi à ça? Euh, Merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si Ben, j'ai l'impression qu'il y a oui, une petite coupure. je pense que j'ai compris à travers les petits aléas techniques, mais Ouais. euh, l'installation de QMM à Fort-Dauphin a été longuement réfléchie. Comme j'ai dit, la compagnie était là depuis 1986 et chaque étape du développement de la compagnie a été faite en collaboration et dans la même vision que les objectifs du gouvernement de Madagascar et notamment la communauté locale aussi. Par exemple, Rio Tinto, en 2005, a conditionné sa décision d'investissement par l'acceptation ou pas de la région de, de mettre dans l'avenir de l'économie régionale la mine. C'est-à-dire,
il avait été posé une question par atelier régional où on a consulté toute la région, même au niveau de Tana, pour dire quel est l'avenir de la région d'Anouche, la région où il y a Fort-Dauphin, avec la mine, quel est l'avenir de la région sans la mine. Alors, il a été conclu que l'avenir de la région sera mis avec la mine, mais bien sûr avec certaines conditions, que la mine soit un moteur de développement. Il n'est pas le véhicule entier, il n'est pas le véhicule entier, que ce soit un moteur de développement pour que ce moteur, bon, il faut, comme tous les véhicules, hein, un moteur, il faut les roues et tout. Il y a d'autres composants qu'il faudra mettre dedans. Et c'est dans cet esprit-là, en utilisant cette image, que Rio Tinto a accepté d'investir. Alors, comme tout le monde sait que les produits qu'on prend là sont catégorisés comme non renouvelables parce que ça prend du temps à se régénérer, et ben, dès le départ, dans les plans régionaux de développement, le schéma de développement régional à l'époque, il a été inscrit que tous les partenaires vont mettre ensemble les efforts pour créer ce qu'on appelle une économie parallèle. Une économie parallèle à la mine qui sera développée par l'économie locale, par les personnalités locales, les ressources locales, et qui va vivre au-delà de la vie de la mine. C'est ça le défi qu'on a en ce moment. C'est comme ça qu'on peut transformer un projet avec des produits non renouvelables avec, à la fin de la vie de la mine, une économie qui restera durable avec les ressources locales, avec les opportunités qui se trouvent localement. Donc, c'est ça, cette économie en parallèle qui est en train d'être développée en ce moment, même dès le démarrage de la mine, pour que ça prenne vraiment de l'ampleur avant la fin de la mine dans les 40 à 50 ans. D'accord, merci. On a combien d'années d'exploitation là On est à actuellement? la 11e année en ce moment sur D'accord. les 50. Ça laisse encore un Donc, peu de temps. ça laisse encore un peu de temps, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et si je peux me permettre, par exemple, l'année dernière, un des exemples du support de la mine au niveau de l'économie locale, c'est que nous avons pu continuer à travailler. Il n'y avait pas eu d'arrêt à cause du Covid l'année dernière, en 2020. Comment on a anticipé la pandémie, et ce, en isolant nos employés, on les a isolés dans les hôtels, comme s'ils travaillaient à l'expatriation. Du coup, on a utilisé plus de 150 chambres d'hôtel à Fort-Dauphin pendant 6-7 mois, le temps que la pandémie, la première vague notamment, s'est calmée. Et cette opportunité a permis aux hôteliers, le secteur qui va rester au-delà de la vie de la mine, de moins souffrir parce que, comme nous le savons, le tourisme, ça vit 100%, presque à 100% du tourisme. Ça, c'est un Mm. bel exemple, par exemple, qu'on a pu contribuer à continuer pour qu'il y a vraiment des secteurs forts qui vont rester au-delà de la vie de la mine, alors que les revenus continuent à travers les redevances, les ristournes que la compagnie paye à l'État et au niveau local, avec le revenu que les entreprises payent. Nous avons estimé à presque 266 millions de dollars le chiffre d'affaires des entreprises locales pendant ces 11 ans d'opération. Donc, vous imaginez, si ces revenus sont réinvestis dans d'autres secteurs qui sera plus durable, eh ben, on Mm. aurait gagné notre pari. Bien noté. Je prends quand même une question, alors qui n'a pas tout à fait liée à ce qu'on vient de dire, mais de Anne, pour satisfaire aussi d'une réponse à sa question. Comment vous gérez vos déchets et l'eau? Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails que ce que vous avez mis dans la présentation au niveau déchets et eau? Peut-être quelques petits exemples d'initiatives de travaux. Oui, donc en ce qui concerne les déchets, ce qu'on appelle les déchets lourds, il n'y a aucun déchet qui est traité sur site. Nous utilisons la seule compagnie qui est certifiée pour gérer ces déchets, c'est la société Adonis, qui se trouve à Tana. Donc, à chaque fois, nous confions
nos déchets qui seront complètement donc inoffensifs après leur traitement. Ils sont certifiés pour ça. Nous envoyons les déchets jusqu'ici à Tallinn parce que c'est seulement à Tallinn qu'il y a un site de traitement. Pour vous dire à quel point nous prenons vraiment la gestion des déchets vraiment à cœur. Nous sommes ISO 9001 et surtout ISO 14001. Et en ce qui concerne l'eau, ben, nous prenons ça très, très, très au sérieux aussi, notamment comment mieux utiliser, par exemple, le recyclage de l'eau. Nous utilisons de l'eau parce que nous utilisons, par exemple, une usine flottante dans la mine. Et ben, nous utilisons, au lieu de pomper, par exemple, de l'eau à partir des lacs, nous utilisons de l'eau recyclée parce qu'il y a, heureusement, il y a beaucoup de pluie à Fort-Dauphin. Donc, nous recyclons dans le site même de la mine l'eau. En même temps, nous venons de publier 5 ans de suivi de l'eau. Ça, c'est jamais fait à Madagascar. Nous venons de publier les 5 ans de suivi de l'eau qu'on a fait de 2015 à maintenant, donc, pour vraiment une totale transparence. Et nous avons mis aussi quels sont les plans d'action que nous mettons pour toujours améliorer notre gestion de l'eau. Et nous faisons toujours en parallèle des suivis de ces paramètres parce que Rio Tinto prend ça très, très au sérieux. Bien sûr, nous avons le suivi de notre régulateur aussi, l'Office national de l'environnement, qui nous suit de près avec ça. Merci beaucoup. Alors, on va passer au témoignage suivant seulement en passant par une question quand même de plus pour Hugues. Vous avez parlé de Allons-y. neutralité carbone et de gains économiques. Alors ça, c'était plutôt pendant la préparation de notre conférence. Vous aviez parlé des gains énergétiques considérables sur lesquels vous avez pu travailler. Donc l'économie verte, ça passe aussi par la gestion des énergies, par les énergies renouvelables, on le verra aussi, tout ça avec Samir. Vous avez quelques exemples sur ces travaux-là? Ben, écoutez, sur le gain, il faut que tout le monde soit conscient. Le passage maintenant avec la technologie qui existe, le passage vers l'économie verte, c'est-à-dire vers la transition vers l'utilisation de l'énergie renouvelable, est maintenant de plus en plus accessible. C'est tellement accessible qu'il est possible d'engendrer des gains en termes de coûts. Et je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais par exemple, QMM fournit l'électricité à toute la ville de Fort-Dauphin en ce moment. Ça fonctionne avec du fioul lourd, donc moins cher que le gasoil, mais ce n'est pas encore de l'énergie renouvelable. Avec notre projet de solaire et éolienne, non seulement la mine va gagner, va réduire son coût, mais la population de Fort-Dauphin aussi va avoir de l'électricité moins chère. Du coup, ça rendra les compagnies plus compétitives, ça rendra les autres industries aussi, la population avec leur activité personnelle, mais aussi avec les industries en parallèle, pourront aussi bénéficier d'un avantage compétitif en utilisant l'énergie. Donc, l'énergie propre n'est pas seulement propre pour l'environnement, mais c'est aussi bien pour l'économie et il faut qu'on le dise aussi, c'est quelque chose de très, très important. Nous incitons les gens à utiliser vraiment de l'énergie propre parce que effectivement, il y a des gains économiques qui pourraient être partagés par tous dans ces initiatives. Voilà, je pense qu'un bel exemple Oui, c'est très. Voilà. d'utilisation. Ouais, voilà. Donc, dans 30 ans, Fort-Dauphin, ville entièrement fournie en électricité renouvelable. Allez, Bientôt. on peut espérer. Alors, très bonne transition, du coup, pour donner la parole à Samir Belhandoria, qui est chef de projet assistance technique au sein du projet Sunref, et qui va nous parler justement de tout ce qui peut être fait, alors non seulement au niveau énergie renouvelable, mais aussi au niveau même des initiatives pour l'environnement ou des économies d'énergie. C'est l'objectif, ce que porte le projet Sunref de l'Agence française de développement. Donc Samir, je vous donne la parole si vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro, et puis on va vous donner la parole pour la présentation. Alors, la caméra est bien allumée, le micro, je pense aussi.
Samir, vous avez la Absolument, main sur votre présentation? C'est bon? absolument. En tout cas, D'accord, ok, je vous laisse la main. merci aux organisateurs de ce très bel événement. Je suis ravi et honoré d'y participer et je vois qu'il y a de très beaux témoignages du secteur privé malgache avec une série d'actions et d'initiatives tendant à développer l'économie verte et appuyer la transition énergétique et écologique malgache. C'est ce que souhaite accompagner et développer le programme SUNREF, qui est effectivement un programme de l'Agence française de développement et de l'Union européenne, qui est un programme mondial qui concerne à ce jour plus d'une trentaine de pays dans le monde, dans le cadre de partenariats avec des banques commerciales et qui a touché à ce jour plus de 70 partenaires bancaires. L'objectif en réalité de ce programme dédié à Madagascar est de pouvoir disséminer la finance verte vers des projets de taille intermédiaire, mais également de projets plus importants. Et c'est un programme qui dure sur les 3 prochaines années, qui a démarré depuis janvier et qui commence à avoir d'excellents retours de marché puisque nous avons nos premiers projets qui sont en cours de signature et qui touchent en réalité plusieurs secteurs et plusieurs thématiques. Très rapidement, je vais donc partager ma présentation. Donc, je ne sais pas si tout le monde peut voir ma présentation. Oui, c'est bon, on la voit. Parfait. Elle n'est Donc, pas en projection, par contre, mais comme vous, je pense que vous pouvez, ça dépend si vous voulez la mettre en diaporama, Samir. On voit très bien comme ça aussi, hein, au pire. Ouais, voilà. donc C'est comme bon. je le disais, en fait, SUNREF est un programme de l'AFD et de l'Union européenne destiné à supporter, appuyer la transition énergétique et écologique. C'est un programme international qui a touché donc plus de 30 pays et plus de 70 banques partenaires. L'objectif est d'appuyer le secteur privé malgache qui dispose en réalité d'une série d'opportunités dans les différentes thématiques ciblées. Et on l'a vu dans le cadre des 2 précédents témoignages qu'il y a, je dirais, une implication très forte de ce secteur privé, indépendamment de ce type de programme qui a pour vocation d'amplifier les efforts déjà mis en place. L'objectif est également de protéger la biodiversité malgache, qui est extrêmement importante compte tenu du caractère insulaire de Madagascar et compte tenu des enjeux qui vont se poser, notamment dans le contexte de changements climatiques importants qui attendent, je dirais, la planète entière. Alors, schématiquement, en réalité, le programme se décline autour d'un certain nombre de partenaires. Donc, on a évoqué le rôle de l'AFD et de l'Union européenne. Nous avons évoqué donc le rôle des banques partenaires pour et au service des porteurs de projets. L'idée est que le programme SUNREF est à la fois une ligne de financement, mais également un appui technique dans le cadre d'une assistance technique qui est réalisée par un consortium malgache, mais également international, qui est une composante clé du déploiement de ce programme, dans la mesure où il a vocation à appuyer à la fois les efforts des banques partenaires, leur amener une garantie technique neutre et indépendante qui leur permette, notamment dans le cadre de projets complexes, à prendre des décisions tendant à, je dirais, des financements avec une maturité plus longue et avec des
taux et des conditions plus attractives. Et donc, cette garantie qu'on leur apporte dans le cadre d'une équipe d'experts techniques, mais également d'experts spécialisés dans les risques environnement et sociaux, va les inciter, va les motiver de façon importante, de sorte à pouvoir se positionner de façon beaucoup plus résolue sur les projets éligibles. Donc, comme je l'ai indiqué, cette double composante financière et technique, la composante technique, en réalité, a également pour objet d'appuyer l'effort des entreprises, notamment en validant, si je puis dire, les études de faisabilité qui sont faites en amont par les sponsors, les porteurs de projets, et ceci essentiellement pour leur permettre d'être et qu'il a été fait dans les meilleures conditions, je dirais, de l'art. Donc, l'idée, c'est que cette assistance technique, elle est gracieuse, n'est-ce pas, tout au long de la vie du programme. Simplement, du côté des entreprises, l'objectif va être de se focaliser sur des projets qui ont déjà une probabilité acceptable de pouvoir être financés, de sorte à vraiment focaliser nos efforts et nos ressources sur des projets qui sont viables et qui ont la capacité d'être lancés extrêmement vite. En termes de composantes financières, en réalité, il y a un guideline important en matière de durée de financement, je dirais, pour les investissements éligibles, qui est de 3 ans pour les investissements en efficacité énergétique et de 5 ans pour le reste des investissements éligibles. Au-delà de ça, la discussion commerciale entre les porteurs de projets et les banques se fait de façon indépendante au SUNREF. Bien entendu, notre vocation est de pouvoir appuyer et motiver le secteur bancaire, notamment par cette garantie technique que nous apportons. En bref, une série d'avantages financiers, à la fois donc un accès au financement pour une gamme d'investissements éligibles, énergie renouvelable, efficacité énergétique, environnement. Pour un emprunteur, possibilité d'engager une série de projets sans, je dirais, sans limite. Naturellement, l'appui va consister à mettre en place des projets d'investissement bancables, des primes à l'investissement qui vont être différenciées selon, je dirais, la thématique ciblée et la technologie ciblée, de sorte à appuyer davantage les projets qui ont besoin d'un temps de retour, je dirais, plus long, de sorte à réellement raccourcir ces mêmes temps de retour. Bon, typiquement, nous sommes sur un niveau de 5% du montant du crédit pour les investissements portant sur des projets d'efficacité énergétique, 10% du montant du crédit pour les investissements ciblant la production en énergie renouvelable, qu'elle soit en autoconsommation ou dans le cadre de concessions, et 20% du montant du crédit pour les projets liés au mini-réseau et pour les projets liés à l'environnement. En réalité, la composante mini-réseau est extrêmement importante, notamment dans un pays comme Madagascar, dans une logique en fait de permettre un accès décentralisé à l'électricité, notamment pour les communautés. Mon confrère a abordé ce point dans le cadre des projets de Rio Tinto à Fort-Dauphin. Typiquement, l'idée est de pouvoir en fait construire des mini-réseaux à base de renouvelables pour pouvoir vendre de l'électricité à une série de villages
et ce sont des projets que le programme souhaite appuyer de façon importante, compte tenu de leur impact, je dirais, environnemental, mais également social. En réalité, c'est un programme qui est extrêmement simple d'usage et il a été conçu pour s'adresser au plus grand nombre. Il est à noter d'ailleurs que les particuliers sont également concernés par le SUNREF. Et nous avons mis en place 3 catégories de projets répondant à une certaine logique de flexibilisation et d'assouplissement de la procédure. Ainsi, on a une première catégorie de projets jusqu'à 150 000 €, n'est-ce pas? Et sous réserve que ces projets-là soient inscrits dans une liste qui est disponible en fait sur notre site web, qui est la liste LEME des produits et des mesures standards. Donc le porteur de projet peut donc avec une facture et une notice technique, s'adresser à la banque partenaire et je dirais faire valider son dossier de façon extrêmement simple, sans avoir, je dirais, d'intervention de l'assistance technique. La deuxième catégorie, en réalité, concerne des projets entre 150 000 et 1 million d'euros, qu'on appelle, nous, projets complexes et en réalité pour lesquels il y a nécessairement besoin d'un appui de l'assistance technique qui va donc déclencher une mission spécifique, notamment avec des visites de sites organisées par les experts que nous mandatons nous-mêmes pour pouvoir valider en réalité les paramètres du projet et mettre en avant les risques, n'est-ce pas, de sorte à, in fine, valider la robustesse technico-économique des projets, mais également mettre en avant les impacts environnementaux, sociaux positifs, mais également négatifs, de sorte à proposer des pistes d'amélioration aux porteurs de projets par la suite. Et en réalité, une fois que nous avons fait cette mission, nous adressons un certificat d'éligibilité technique à la banque qui va, sur la base de ce document, compléter son étude de crédit et valider, je dirais, tel ou tel projet. En réalité, tout ça peut se faire de façon extrêmement rapide et je dirais pragmatique. Nous avons une équipe qui est disponible en permanence pour pouvoir répondre à l'ensemble des requêtes. L'idée a également été de concentrer, je dirais, tous les flux de paiement auprès des banques partenaires, n'est-ce pas? Et donc, la banque partenaire débloque le crédit et débloque également les subventions à l'investissement de façon extrêmement simple et souple, tout en veillant en réalité à la réalisation des projets. En effet, l'idée, c'est que la moitié de la prime doit être versée au moment du premier déblocage, le versement du reliquat étant conditionné par la réalisation effective, je dirais, du projet. Hem, alors, tout simplement, dans le cadre des projets simples, il s'agit d'avoir un certificat d'achèvement de la part du prestataire qui a appuyé les porteurs de projets et je dirais, dans le cas des projets complexes, il s'agira en réalité, pour nous de mandater un expert, vérificateur qui se déplace pour vérifier, à la fois la réalisation du projet, mais l'exhaustivité documentaire pour pouvoir, rédiger donc un rapport de vérification qui sert de base à au versement du reliquat de la prime. Donc comme je l'ai dit, cette assistance technique, elle est, je dirais, gratuite, n'est-ce pas? Tout au long de la vie du programme et au-delà de ça, le programme permet également à la fois, l'amélioration de la qualité des équipements, la sécurisation
sur le long terme d'un approvisionnement électrique et énergétique fiable, notamment pour les projets ENR en autoconsommation et biomasse, et naturellement la réduction de l'impact environnemental dans l'ensemble des projets. L'idée, c'est aussi de s'inscrire en fait dans une logique où on va essayer de tirer, je dirais, le marché vers le haut, notamment en anticipation de futures réglementations et en conformité avec les meilleures pratiques à l'international. La slide suivante présente le mécanisme des primes à l'investissement que je viens de décrire. Voilà, l'objectif a été réellement d'appuyer les projets où les temps de retour sont plus longs et qui ont besoin d'un appui financier plus important que les projets dont les temps de retour sont déjà réalistes et que certains porteurs font, je dirais, de façon directe sur leurs fonds propres, dans la mesure où les temps de retour sont extrêmement réalistes aujourd'hui. Pour pouvoir bénéficier en Samir, est-ce fait, que je peux vous demander d'accélérer un tout petit peu? bien sûr, Excusez-moi, je communique encore qui devrait intervenir. je pense qu'on a, Merci, on a, on c'est a gentil. pratiquement fini. L'idée, c'est que il y a deux catégories, je dirais, d'institutions, je dirais, ou d'organismes éligibles. Vous avez donc les entreprises domiciliées à Madagascar et vous avez les sociétés de services énergétiques, ESCO, en réalité qui portent des investissements pour, je dirais, le compte de clients utilisateurs dans le cadre de contrats de location, par exemple. Donc, comme je l'ai également indiqué, on a une série de thématiques qui sont éligibles: l'efficacité énergétique, les renouvelables, les mini-réseaux, l'environnement. Par rapport à l'environnement, en réalité, on a un spectre extrêmement large qui peut couvrir à la fois du traitement des eaux, du traitement de déchets, de la valorisation de déchets, peut couvrir également, je dirais, des projets liés à l'agroécologie. Et il y en a un certain nombre à Madagascar. D'ailleurs, pour la petite histoire et sans trahir de secret, le tout premier projet que nous allons financer est dans le domaine de l'agroécologie, dans la production du moringa, que certains d'entre vous connaissent déjà. Et puis, nous pouvons également appuyer des projets dans l'écotourisme. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les critères d'éligibilité technique que je pourrais vous envoyer par la suite. Très simplement, voilà, en fait, on a une large gamme d'investissements possibles, la production d'énergie sous différentes formes, des applications dans l'agroalimentaire, dans l'hôtellerie, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les bâtiments et, comme je viens de le dire, dans l'environnement. Une large palette en fait de charges et d'opérations éligibles, n'est-ce pas, qu'on peut financer. Je tiens à préciser que, bon, point important, c'est que nous n'intervenons pas sur des projets qui sont d'ores et déjà réalisés. Comme on nous le demande régulièrement, je préfère le préciser. Notre intervention va porter uniquement sur les nouveaux projets qu'on va pouvoir, je dirais, approuver dans le cadre de notre approche, qu'elle soit pour des projets simples ou qu'elle soit pour des projets plus complexes. Voilà, les différentes catégories de projets que j'ai indiqués. Bon, sachez simplement que pour les montants supérieurs à 1 million d'euros, nous sommes ouverts à les regarder. Simplement, on va privilégier dans une logique en fait de dissémination des projets à taille plus intermédiaire. Voilà, donc la fameuse liste en fait d'équipements et mesures éligibles qui figure sur notre site. Et qui reprend en réalité une série de technologies extrêmement simples et standards que vous devez certainement connaître. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, je suis ravi de
de répondre à différentes questions. Sachez simplement que nous commençons à déployer de façon effective le programme. On a beaucoup de projets dans notre pipeline. On est extrêmement ravis et agréablement surpris des retours de marché que nous avons jusqu'à maintenant et qui touchent en réalité une large gamme je dirais, de projets, bon, avec une certaine concentration bon, qui est compréhensible sur des projets PV, je dirais, avec ou sans batterie. Mais également plusieurs projets de mini-réseaux, plusieurs projets dans l'hydroélectricité et plusieurs projets dans, je dirais, l'environnement, comme je viens de le souligner. Merci beaucoup, Samir. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la chat box? Dans un premier temps, Samir, vous avez dit que vous avez mentionné que Sunref est un programme mondial. Est-ce que vous avez des retours un petit peu sur le nombre de projets qui seront concernés peut-être à Madagascar, vous parliez de pipeline, c'est peut-être encore un peu tôt, mais peut-être ailleurs, un petit peu les success stories qu'il y a pu avoir dans d'autres projets Sunref à travers le monde? En réalité, bon, à travers le monde, le programme Sunref a eu, je dirais, de très, très bons résultats dans différents pays, notamment des pays voisins, je dirais, comme Maurice, qui en est aujourd'hui à sa 3e ligne, en fait, Sunref, n'est-ce pas? Et en réalité, ce qu'on voit, par exemple, à Madagascar, bon, nous, aujourd'hui, sur pratiquement 3 à 6 mois de travail effectif, nous sommes, je dirais, nous avons une visibilité pour consommer pratiquement, je dirais, 2 à 3 fois la ligne actuelle qui est mise en place, n'est-ce pas? Donc beaucoup de projets, une cinquantaine je dirais, de projets dans le pipeline, dont certains qui sont très avancés avec des études de faisabilité, des études de dimensionnement. Nous analysons aujourd'hui pratiquement une dizaine de projets qui sont en cours d'instruction. Voilà, avec 2 projets qui sont d'ores et déjà signés. Et encore une fois, bon, je pense qu'il y a un gros potentiel de marché. Certain nombre je dirais, de ces porteurs de projets ont plusieurs projets en cours. Et donc, il y a un caractère en fait de forte réplicabilité à ce portefeuille de projets. Plusieurs groupes phares, je dirais, de l'écosystème malgache nous ont contactés, ont présenté pour grande partie des projets concrets et bon, sur la base des discussions avec l'équipe d'assistance technique, envisage également d'autres, je dirais, d'autres projets. Puisqu'en réalité, bon, comme on l'a vu et l'intervention notamment, je dirais, de mon confrère d'Epsilon montre qu'il y a en fait une série très importante d'applicatifs. Et donc, dans une même entreprise, dans un groupe industriel, vous avez beaucoup d'applications en passant par le solaire, en passant par l'air comprimé, en passant par du LED industriel, en passant par de la biomasse, en passant par du traitement des eaux, traitement des déchets. Voilà, il y a vraiment en fait une large panoplie d'applicatifs qui peuvent correspondre à plusieurs projets. Nous sommes sollicités par plusieurs groupes qui souhaitent faire de la mobilité verte, n'est-ce pas? Oui. Donc, on est agréablement surpris et extrêmement ravis. Je pense qu'il y a un potentiel très important et notre ambition, c'est de pouvoir, au-delà de cette première ligne, je dirais, en faire d'autres et grâce à l'implication du système bancaire local,
qui est, selon nous, un fer de lance important dans ce type de programme destiné au secteur privé. Et l'objectif est de faire monter ce secteur bancaire en compétences dans le contexte, je dirais, de la finance verte et de l'appropriation de ce type de mécanisme. D'accord. Samir, j'en profite, vous avez une demande de mettre peut-être votre adresse email si vous le souhaitez, ou l'adresse peut-être du site internet dans la chatbox. Donc, n'hésitez pas. On va, comme le temps court, on va aller faire une transition vers le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec Mur Anjaranoisu et Ravelson, directrice d'appui à la promotion de l'économie verte et bleue, environnement et développement durable. Avec Mur, on a des perspectives. On l'a abordé avec Rio Tinto sur la pérennité de ces activités classiques qui se verdissent ou bien des éco-activités. On aurait pu aussi poser la question à Samir sur les perspectives de pérennisation des activités qui vont être gérées finalement par ces soutiens financiers de Sunref. Donc, on va voir avec Mio justement quelle est la stratégie aujourd'hui au sein du ministère pour aller vers vers toujours plus d'économie verte. Donc, je vais demander à l'équipe du salon de projeter la présentation de Mio. Voilà, et Mio, si tu veux ouvrir votre caméra et ton micro, tu es bienvenue. Je ne sais pas si on entend Mio. Ça y est? Ton micro est ouvert, voilà, on te voit. Si jamais tu as des connexions un peu compliquées, n'hésite pas, une fois que ta caméra est... Ça va maintenant? Alors, je ne sais pas si c'est chez moi ou de ton côté. Mon micro est activé, mon caméra est activée aussi. Ça va? Oui, tu peux débuter. D'accord. OK. Bonjour tout le monde. Comme David l'a dit, je suis Anjaranoisu Ravelson Mur, directeur d'appui à la promotion de l'économie verte et bleue au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors, en ce qui concerne l'économie verte, transition énergétique, qu'en est-il du côté du ministère de l'Environnement et du Développement durable? Donc, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour vision de mettre la biodiversité, de considérer la biodiversité comme un moteur de la croissance verte. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, ministère de l'Environnement et du Développement durable, les missions du MED ne se limitent pas seulement à la protection, à la conservation, à la restauration pure et dure de l'environnement, des forêts, des ressources naturelles, de la biodiversité, etc., mais aussi au développement économique et social des communautés de la population malgache, tout en faisant en sorte qu'il y ait vraiment une harmonisation entre la conservation et le développement. Et c'est l'essence même de l'économie verte, économie bleue, pour vraiment aboutir au développement durable. C'est pourquoi le MED a mis parmi ces 6 grands axes stratégiques, c'est-à-dire axe stratégique numéro 2, la promotion de l'économie verte, de l'économie bleue et aussi de la RSE. Donc, le ministère aimerait et œuvre
pour inciter le secteur privé pour une démarche RSE et pour renforcer la collaboration entre le secteur privé, avec le secteur privé plutôt. Quels sont nos chantiers alors? Dans ce sens, le MED a déjà initié et continue la capitalisation des initiatives nationales sur l'énergie alternative au bois énergie. Donc, on a recensé les promoteurs de l'énergie alternative au bois énergie au niveau national. Et prochainement, nous organiserons un symposium sur l'énergie alternative. Récemment aussi, nous avons signé une collaboration avec le CMDB pour la démocratisation de l'utilisation du gaz butane, qui est une combustible propre. Donc, le but de toutes ces initiatives, c'est de réduire la pression sur la forêt et les ressources naturelles, mais aussi l'amélioration du bien-être des ménages. Deuxièmement, le MED œuvre pour le développement des villages écologiques, c'est-à-dire nous sollicitons les communautés à adopter un mode de vie, un mode de fonctionnement qui se soucie de l'environnement. Par exemple, la communauté pratique à la fois ou utilise à la fois de l'énergie renouvelable ou bien de l'énergie alternative, mais aussi elle recycle ses déchets pour générer des revenus ou bien pour les utiliser à des fins agriculture. Ou bien, et en même temps aussi, par exemple, la communauté met en place un système de gestion durable de l'eau. Ce sont des critères que je cite comme ça, par exemple, comme exemple, mais voilà le concept, ce que veut dire par le concept de village écologique. Ensuite, le MED s'active pour le développement du recyclage des déchets. À titre d'exemple, il y a trois centres de tri de déchets que le MED met en place actuellement au niveau à Tamatave, à Tana, et il y a aussi à Diego. Mais à part cela, le MED soutient vraiment tout ce qui est recyclage des déchets pour faire en sorte que les déchets soient devenus une source de revenus. À part cela aussi, le MED développe des chaînes de valeur, toutes chaînes de valeur pour qu'elles soient durables. C'est-à-dire que pour solliciter aussi l'engagement de bout en bout de toutes les parties prenantes pour aboutir à une filière durable. Et à titre d'exemple, on a signé une convention de partenariat avec Ultrameil, GBPRM, pour le développement même de raffia, filière raffia durable. Quelles sont donc les opportunités pour le développement, la promotion de l'économie verte, de la transition écologique à Madagascar? Donc, j'en cite quelques-unes comme opportunités. D'abord, l'existence des différents mécanismes de financement mobilisables pour les initiatives liées à l'économie verte, telles que Fonds vert pour le climat, Fonds carbone, etc. Il y a aussi la transformation économique et sociale à travers l'exploitation rationnelle du capital naturel, par exemple le secteur l'essentiel, l'artisanat. Il y a aussi l'existence et la mise en œuvre des différentes conventions internationales, comme par exemple Convention sur la diversité biologique, Convention sur le changement climatique, sur la désertification, et aussi l'existence des lois sectorielles relatives à l'économie verte, comme loi sur l'agriculture biologique, loi sur la bioénergie, etc.
Mais malgré ces opportunités, la promotion de l'économie verte se trouve confrontée quand même à des défis tels que l'inexistence de documents de cadrage, tels que comme politique, stratégie propre ou dédiée vraiment à l'économie verte. Contrairement à l'économie bleue, la stratégie nationale pour l'économie bleue a commencé à être élaborée depuis 2018. Donc, l'élaboration est en cours. Il y a aussi un manque de collaboration, de coordination des interventions, c'est-à-dire les interventions liées à l'économie verte, à la transition écologique sont éparpillées et cloisonnées. Tout le monde, chacun fait de son côté. Et à part cela, il y a toujours persistance des pressions à l'activité économique sur l'environnement. Donc, face à ces défis, quelles sont les perspectives du MED? Nos perspectives dans le futur proche, c'est l'élaboration des documents de cadrage, politique, stratégie sur l'économie verte, sur la comptabilisation du capital naturel. Et aussi, nous aimerons renforcer la coordination des activités, des initiatives sur l'économie verte. Peut-on passer au prochain slide, s'il vous plaît? Voilà. Et pour terminer, j'aimerais réitérer l'importance entre la collaboration entre l'État et le secteur privé pour la promotion, pour le développement de l'économie verte et la transition écologique. Le secteur privé, l'État, par exemple, peut collaborer pour le développement des bonnes pratiques contribuant à la réduction des émissions de carbone, à l'utilisation rationnelle des ressources et à l'inclusion sociale, mais aussi, parmi tant d'autres collaborations, promouvoir les emplois verts via les chaînes de valeur et filières durables. Et comment? À travers les soutiens, l'appui des initiatives du secteur privé par l'État, le développement, la mise en œuvre des projets communs entre les deux secteurs, et en l'occurrence entre le MED et le secteur privé, et aussi à travers les échanges et discussions sur différentes thématiques, problématiques et sujets concourant à la promotion de l'économie verte. Et pour enfin terminer, j'aimerais tout simplement dire et réitérer que le secteur privé pourrait vraiment être un levier de développement communautaire durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mio. Alors, le temps tourne, il y a une conférence de, de clôture qui doit se dérouler d'ici quelques minutes, dans laquelle j'interviens également, Mio. Donc, on va faire très court sur les questions. Est-ce que vous avez des questions pour Mio dans la chat box? J'en vois pas forcément. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, hein, pour donner une idée, bien sûr, non comparable et non pas forcément pertinente, mais aujourd'hui, si on prend la France, qui est un observatoire de l'emploi lié à l'économie verte sur à la fois l'économie, on va dire, verdissante, classique, et les éco-activités, on est à 14% des emplois et à plus 20% de croissance des emplois verts en France. On voit qu'à Madagascar, dans tous les secteurs, finalement, il y a des possibilités d'emploi vert aujourd'hui, compte tenu des caractéristiques aussi du pays, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le tourisme. On voit que dans le textile, on peut aussi jouer la carte du Madagascar durable, que ce soit socialement ou environnementalement.
voilà, dans d'autres secteurs, alors évidemment sur le marché national, dans d'autres secteurs comme les BPO, on pourrait jouer aussi sur l'axe social et la formation, etc. Est-ce qu'il y a déjà eu des travaux, on voit que ça manque un peu encore de documents de cadrage, mais est-ce qu'il y a Nour, des travaux pour envisager peut-être des perspectives chiffrées en termes de création d'emplois ou de la mesure déjà des emplois existants sur ce qu'on peut appeler l'économie verte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des idées de travaux dans ce sens-là? En effet, cela fait partie vraiment de notre perspective, c'est-à-dire nous envisageons de recenser, de cartographier toutes les initiatives, tous les projets, et tous les secteurs et entreprises qui œuvrent pour l'économie verte et pour la croissance écologique, non, la transition écologique. Donc, ça fait partie de notre perspective très prochaine. Et pour le moment, on n'a pas encore de chiffres bien définis par rapport à ça. Mais quand même, je profite de cette occasion aussi pour solliciter les entreprises voilà, qui est présent actuellement bon, à ce webinaire, QMM, Sunref, Société Account et tous les autres secteurs privés. Nous sollicitons la collaboration avec vous, non seulement pour la promotion de la RSE, mais aussi pour l'économie verte, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Hein. Et aussi, après, je réitère notre perspective de coordonner ces initiatives. Voilà. Je crois qu'il y a une articulation intéressante et on peut appeler tout le monde à contribuer d'ailleurs sur les études du ministère de l'Environnement sur les bonnes pratiques en termes de RSE à Madagascar. Je pense que du coup, le pont sera assez vite trouvé aussi sur la notion d'économie verte, sur ces bonnes pratiques. Il y a une étude en cours sur laquelle on vous appelle à ouvrir vos portes et à échanger au maximum sur le projet. Et puis, il y aura la stratégie nationale de la RSE, même si ce n'est pas encore le document 4, peut-être économie verte, ça donnera certainement déjà une première perspective. Alors, nous allons conclure sur cette conférence du fait du timing, puisque il est déjà tard, hein, et puis ça fait 2 jours que vous suivez pour certains nos conférences, et nous en sommes ravis et nous vous remercions. Et il y a une conférence de clôture donc juste derrière. Navré de ne pas avoir pu prendre les toutes dernières questions, notamment il y avait une question intéressante de Corinne sur la notion d'entreprise à mission qu'on pourrait poser à la fois à Olivier et à Hugues. Hein. Alors cette notion d'entreprise à mission, elle est nouvelle en Europe, elle date un petit peu aussi sur les big corporations américaines. Ce sera peut-être un sujet pour l'année prochaine, hein, pour le salon de l'année prochaine. Avec plaisir, on pourrait aborder ce sujet-là. En tout cas, ça nous donne déjà des idées. Donc, j'aimerais remercier l'ensemble des intervenants de cette conférence. Ça a été très riche. Merci Olivier, merci Hugues, merci Samir, merci Mior pour tous ces partages. On voit que dans des activités très différentes, on peut évidemment verdir l'existant et générer de l'éco-activité derrière et de nouvelles activités. On espère le plus pérenne possible. On a abordé ces questions-là avec Hugues. Mais évidemment, tout ce que génère Sunref aussi comme nouvelle perspective d'approvisionnement chez des fournisseurs et des prestataires d'installations diverses et variées sur les éléments environnementaux. Voilà, on espère que ce sera évidemment pérenne pour transformer à long terme Madagascar. Merci à tous et à toutes. Et puis, écoutez, je vous invite à rejoindre la conférence de clôture. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, très belle Merci beaucoup. initiative. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.